aucune culture n'abandonne ses morts, en fait. Mortel. 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 Vous écoutez Visite mortelle. La mort est taboue en Occident. Elle est mystérieuse, mais surtout, elle touche à l'intime. On y est confronté lorsqu'on visite les cimetières, lieux de repos des morts. Mais en fait, la mort est un peu partout. Dans les médias, la pop culture, la littérature, l'art, au cinéma, quand on s'intéresse à l'histoire. Elle est liée à différentes pratiques, à l'immatériel, mais aussi à des objets sacrés, des lieux et des objets du quotidien. Dans cet épisode, on ne vous emmène donc pas dans un cimetière, mais dans un musée, et plus particulièrement au musée de Bretagne à Rennes, où on a été invité en 2024 à découvrir l'exposition « Mourir, quelle histoire ». Elle a eu lieu d'avril à septembre et elle était totalement faite pour nous. Cette exposition a d'abord été présentée en 2023 à l'abbaye de Daoulas dans le Finistère. Alexandrine avait eu l'occasion d'y aller et avait adoré l'endroit, une abbaye du XIIe siècle transformée en centre culturel. Forte de son succès, elle a déménagé à Rennes pour notre plus grand plaisir. Les façons de concevoir, de penser et de vivre notre rapport à la mort et aux défunts façonnent les comportements et les traditions culturelles à travers le monde. Quel rapport entretiennent les vivants avec la mort et les défunts ? Cette question, universelle, à laquelle chaque société répond de manière unique, est au cœur de cette exposition. Elle a réussi avec brio à mettre en avant cette diversité à travers des objets, des témoignages, des rituels. Pour mieux comprendre cela et visiter auditivement l'exposition, on laisse la parole à notre invitée du jour, Laurence Prodhomme, conservatrice du patrimoine et co-commissaire de l'exposition au Musée de Bretagne. Donc, Laurence Prodhomme, je suis conservatrice du patrimoine au Musée de Bretagne. J'ai fait des études d'histoire de l'art et des études d'ethnologie qui m'ont conduit il y a fort longtemps à entrer en poste au Musée de Bretagne, où je suis toujours depuis le début de ma carrière. Je me suis occupée pendant très longtemps du suivi des collections, des acquisitions, des restaurations, etc. Et puis j'ai été commissaire d'exposition au fil du temps. Il y a eu des changements en fait dans l'organisation du musée et j'ai été en charge de la responsabilité d'un pôle d'e-recherche. Donc je suis plus en relation avec les chercheurs, les universitaires et surtout les doctorants qu'on essaye de faire venir au musée pour travailler sur nos collections. Alors le lien à l'exposition, c'est pas du tout moi qui ai choisi le sujet. Je dois dire qu'au départ, ça m'emballait absolument pas de travailler sur ce sujet-là. C'est une coproduction avec l'abbaye de Daoulas, donc c'est ma collègue Edith Joseph qui était co-commissaire de l'exposition et qui avait donc commencé à travailler pratiquement un an avant que l'on rejoigne le projet. Alors, le musée de Bretagne a réalisé il y a longtemps déjà, mais des expositions sur d'autres cultures, donc c'était pas ça la question en fait. On a réalisé une expo sur les Amérindiens du Québec avec le musée de la civilisation à Québec. On avait réalisé une expo sur les Inuits, une autre sur le Tibet, mais c'était des expositions qui étaient consacrées à une autre culture. C'était pas des expositions qui mêlaient de très nombreuses cultures. Et c'est vrai que pour nous c'était un peu une nouveauté parce que nous notre cœur de métier et notre sujet c'est la Bretagne historique, voilà. Et par contre à Daoulas c'est vrai que ils intègrent parfois dans leurs expositions des thématiques régionales, mais c'est quand même pas le cœur de leur fonctionnement ni de leurs expositions qui sont plutôt multiculturelles, internationales. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon choix pour, encore une fois, aborder un sujet qui, de l'extérieur, pouvait paraître difficile. En l'occurrence, vu le succès de l'exposition, c'est pas du tout le cas, mais ça aurait pu, parce que ça renvoie forcément pour tout le monde à des moments pas forcément très gais de sa vie, clairement, enfin pas forcément de sa vie à soi, mais des proches, etc. Voilà. Pour préparer une exposition, on écrit une sorte de scénario pour un film où on décrit les thématiques que l'on veut voir apparaître dans l'expo en essayant en référence de trouver des collections qui vont parler, qui vont être assez évidentes sans qu'on ait besoin de faire des textes de 3 pages pour que les gens fassent le lien en fait entre l'idée générale et puis c'est après en parcourant l'exposition une fois montée, je me suis dit qu'on avait finalement retenu
Alors j'aime pas tellement cette expression de faire son deuil, mais on a retenu le parcours individuel en fait que l'on peut vivre quand on perd quelqu'un de proche. Alors ce qu'on a vraiment voulu, je pense, je vais insister là-dessus, c'est que ce soit une expo qui soit pas triste du tout. C'était pas l'idée de plomber le moral des visiteurs, c'était au contraire d'interroger puis de se retrouver aussi par rapport à un événement comme ça, mais que ce soit pas du tout triste. Et donc l'introduction, on a plusieurs écrans audiovisuels qui présente des personnes que l'on a interviewées. Je pense qu'il y a une sorte de recyclage de notre corps et des forces que nous avons données. Les corps qui se décomposent dans la terre, je trouve un peu ridicule que ce soit dans un cimetière. Je dis toujours, sur l'emplacement où je serai, on mettra des arbres avec des petits fruits pour nourrir les oiseaux. On va dans le ciel, oui. Et notre vrai corps est en dessous, il y a notre statue qui est au-dessus. C'est une idée d'Edith et c'est une très bonne idée de se dire que bien souvent on n'ose pas parler de la mort aux enfants et on n'ose pas en parler aux gens âgés parce qu'on se dit qu'ils vont être plus proches que nous de la fin. Or, c'est exactement ce qu'on a fait. D'abord, il n'y a eu aucun problème avec les enfants. C'était vraiment de jeunes enfants pour lesquels effectivement la mort c'est encore quelque chose d'assez flou, mais ce qui leur a permis d'exprimer un imaginaire assez foisonnant sur le sujet et qui est vraiment très agréable et qui met justement dans une ambiance plutôt amusante, qui détend en fait en écoutant ces jeunes enfants, donc qui sont des enfants de maternelle, donc une classe interviewée à Daoulas et une autre à Rennes, et de la même manière on est allé interviewer donc des gens âgés à l'EHPAD de Daoulas, et à Rennes, des gens un peu moins âgés qui font partie d'une association qui s'appelle la Maison des Aînés et des Aidants, où on a trouvé des gens qui étaient tout à fait disposés à parler de la mort. Donc la question qu'on leur a posée en introduction, c'est comment est-ce que vous imaginez la vie en fait après la mort? Donc les enfants se sont lâchés, il n'y a pas d'autre mot, et là on est dans l'imaginaire total, avec un imaginaire en même temps qui est très très ancrés dans leur vie quotidienne et notamment dans le cinéma, les lectures, etc. qu'ils peuvent avoir à faire, la télévision, parce qu'on voit bien que une petite fille qui parle des licornes, ça lui est pas tombé du ciel, c'est vraiment des choses qu'elle a dû voir soit sur un écran, soit sur un livre. Et puis les gens âgés, au contraire, finalement, ont été très sereins par rapport à cet événement qui, encore une fois, a priori pour eux est plus proche que pour les gens plus jeunes. Et ça donne des belles réponses, en fait, pleines d'espoir. Donc ça, c'est vraiment la mise en bouche, entre guillemets, puisque les gens arrivent dans cette partie-là de l'exposition. Et puis après, donc, commence un cheminement, celui que l'on a lorsqu'un deuil se fait à peu près correctement, on va dire, suite au décès de quelqu'un. Donc l'exposition entre par la question de l'annonce. Comment est-ce qu'on annonce la mort de quelqu'un, en fait? Alors pendant très longtemps, ça a été, et ça l'est encore dans certaines régions, à l'oral, que l'on annonce le décès de quelqu'un avec les crieurs des morts, ceux qui parcouraient les rues pour annoncer le décès des gens. Donc nous, on a présenté des collections aussi qui évoquent l'annonce écrite, qui existe depuis le XVIIe siècle et même avant pour les personnalités, et qui était donc apposée sur la porte des églises, en fait, pour annoncer la date de l'enterrement. On a essayé à travers toute l'exposition aussi, et ça c'est vraiment commun à nos deux établissements, d'avoir toujours un regard sur le contemporain aussi. D'ailleurs, c'est pas une expo passéiste, mais toujours qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, et aujourd'hui aussi qu'est-ce qu'on fait pour annoncer. Donc il y a un petit son au tout début de l'exposition qui évoque les annonces radio qui sont faites dans certains pays, notamment dans les territoires d'outre-mer, mais également dans certains pays africains aussi, où la distance fait que les gens ne peuvent pas avoir l'information autrement. Donc c'est à la radio qu'on annonce les décès des gens. Après qu'on a annoncé le décès, donc annoncé la date de l'inhumation, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du corps en fait du défunt. Donc là aussi, on a interviewé une jeune femme qui pratique la thanatopraxie. On est allé interviewer aussi des personnes qui représentent différentes confessions. Donc à la fois l'imam qui intervient lui au centre hospitalier de Rennes, en fait, auprès de la communauté musulmane, l'officiant de la religion juive, une personne qui s'occupe pour la religion catholique de ce qui s'appelle la pastorale des funérailles. C'était important quand même de montrer des métiers qui sont fondamentaux,
dont on ne sait souvent rien et dont parfois on n'a pas du tout envie de savoir quoi que ce soit d'ailleurs. Dans ce sens-là, je pense que ça a été important. Donc moi, j'ai travaillé ici avec le comité laïcité de la ville de Rennes, dans lequel il y a un petit groupe qui travaille sur les rites funéraires. J'ai assisté à ces réunions pendant presque 2 ans, même un peu plus que 2 ans. Et c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer des collègues de Rennes Métropole, en l'occurrence, que je ne connais pas. Et on sent que ce sont des gens qui ont un vrai besoin de reconnaissance pour un métier qui est pas facile. Et bon, moi, ça m'a vraiment apporté beaucoup aussi, ça, de rencontrer ces gens-là. Parce que c'est vraiment des gens qui ont été à l'écoute. Chaque fois qu'on a eu besoin d'un contact, d'un lien, etc., ils ont toujours été présents. Et je pense qu'il y a donc dans les personnes interviewées une des personnes qui travaille dans les cimetières rennais et qui explique combien son travail est beau, qu'un cimetière, c'est un lieu de vie. Enfin, elle dit exactement l'inverse de ce qu'on pense a priori dès qu'on pense cimetière. Dans ce sens-là, c'était intéressant de déconstruire aussi tout ça. Après l'annonce, qu'est-ce que l'on fait du corps? Quel traitement on accorde en fonction des religions, évidemment, en fonction des pays aussi. Je vais prendre l'exemple du plat des Yanomami là, qui est dans l'exposition. Quand je parlais de la distance, c'est vrai quand on évoque cette forme d'anthropophagie, en tous les cas, des cendres des défunts, c'est quelque chose tout de suite qui va nous révulser. Nous, on va dire, mais c'est pas possible de manger les ancêtres. Alors qu'en fait, dans beaucoup de cultures, même si on ne les mange pas réellement, il y a quand même cette idée d'appropriation aussi et d'ingestion, et tout simplement dans la culture catholique où on boit le sang du Christ et on mange son corps. Donc, même si ça ne concerne que le Christ, il y a quand même cette même idée d'anthropophagie aussi. Voilà, donc ça, quand on explique ça lors de la visite, quand on parle du plat, les gens sont un petit peu sur leur quant à soi, mais en fait, c'est intéressant de faire des liens, par exemple, avec notre religion à nous, enfin celle qui a été en tous les cas la plus longtemps pratiquée en Bretagne, en l'occurrence la religion catholique. Donc, et puis on présente un cardiotaphe, donc qui est aussi des pratiques, alors réservées, c'est vrai, à l'aristocratie, mais là donc c'est cette pratique qui fait que l'on va séparer le cœur de l'époux du cœur de la femme et que l'un et l'autre vont être enterrés avec le corps de l'autre. Bon, là aussi c'est quand même physiquement assez violent de se dire qu'on va enlever un élément du corps de la personne pour aller l'enterrer. En même temps, c'est assez beau comme lien au moment de l'inhumation de rassembler en fait des gens qui ont été époux et épouses. Ça aussi, c'est des choses qui sont assez peu connues finalement, puisque ce n'est plus pratiqué. Ça l'a été pour les rois et les reines de France, de manière générale. Quand on avance dans l'exposition, ce que l'on évoque après, c'est le déplacement, le circuit justement que l'on va faire subir au corps du défunt. À peu près dans toutes les cultures, là aussi, on va l'emmener quelque part. Alors chez nous, évidemment, on va l'emmener au cimetière. Donc là, on présente un corbillard qui fait partie de nos collections, qui a été utilisé jusque dans les années 70 dans une petite commune pas très loin de Édé, en allant vers Saint-Malo. Qui est un objet qui n'avait pas été présenté jusqu'alors, et là ça semblait quand même dommage de pas le présenter, même si c'est une grosse pièce et que ça a été compliqué pour les scénographes de l'intégrer dans les 2 lieux d'exposition, parce qu'évidemment c'est pas un objet qu'on déplace facilement. En même temps, c'est un symbole tellement fort de l'enterrement. C'était intéressant de pouvoir aussi évoquer à travers cet objet-là la notion de richesse ou de pauvreté, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait des enterrements de première, deuxième, troisième, quatrième classe, un peu comme dans les trains, il y a des wagons de première et de deuxième classe. Plus on était riche, plus le corbillard était décoré, le cheval était lui aussi habillé, il y avait un officiant qui portait une tenue spécifique, donc qui est présenté dans l'exposition aussi. Donc c'était important de dire que finalement la question que l'on posait dans le cartel qui l'accompagne, c'est est-ce que l'on est tous égaux devant la mort? Non, clairement, puisque là aussi il y avait déjà, en fonction de sa richesse, tout simplement un enterrement qui pouvait être différent et que l'on retrouvait aussi dans l'église avec tout le décorum qui était plus ou moins important selon la richesse des gens. Moi j'ai rajouté quand même pour l'exposition au musée de Bretagne des objets qui viennent de la région, parce que c'est aussi ce qu'attend notre public. Et donc là, il y a une commune qui nous a donc prêté un très beau catafalque qui a été restauré pour l'occasion, qui vient donc de la commune de Saint-Gilles-Pligeaux dans les Côtes d'Armor, et qui est un objet d'art populaire mais qui est
très beau sur lequel donc sont sculptées des têtes de mort un peu dans tous les sens. Et c'était intéressant parce qu'en fait c'est vraiment aussi une représentation que l'on retrouve de manière très très fréquente, alors à la fois évidemment dans les églises, etc., mais aussi au quotidien, notamment à travers des images populaires, mais pour le commun des personnes, ça évoque justement la mort et c'est pas forcément un motif qu'on a envie de voir, alors qu'il était mais archi fréquent, quoi. C'est pour ça que moi j'ai vraiment tenu à cet objet, donc le catafalque était l'objet sur lequel on posait le cercueil en fait dans l'église. Et celui-là est particulièrement décoré et il porte l'inscription, alors en breton, mais que l'on retrouve aussi en français sur de nombreuses images populaires. C'est aujourd'hui moi, demain toi, et pensez-y bien. Il y a toujours ce rappel de penser à la mort qui est vraiment au cœur de la religion catholique en tous les cas, dès le XVIIe, XVIIIe et jusqu'au XXe siècle. Mais pour avoir une bonne mort, il faut avoir une bonne vie, mais il faut penser à sa mort tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, c'est vraiment quelque chose qui revient et encore une fois qu'on retrouve à la fois sur du mobilier. On a présenté une porte de lit clos dans l'exposition sur lesquelles il y a encore ce memento mori, là, souviens-toi que tu vas mourir surtout. Ça, c'était important et bon, cet objet, il est grand, donc c'est aussi quelque chose de visuel dans des expositions. On essaye toujours d'avoir aussi des objets qui vont accrocher, donc le corbillard, là on peut pas le rater, mais même ce catafalque, je pense qu'il est vraiment, et puis c'est un bel objet d'art populaire, c'est un objet assez, de facture assez grossière, c'est pas une sculpture très très fine, mais ça montre justement que au quotidien, les gens avaient en fait cette figure de la mort réellement représentée par ces têtes de mort un peu partout dans leur quotidien, quoi, ce qui était quand même, c'est quand même quelque chose qui n'est plus le cas aujourd'hui, encore une fois pour nous en tous les cas. On a présenté dans l'exposition donc une très belle tenue en fait, de veuve mais noire, agrémentée de dentelles, etc. Donc même si elles avaient des consignes, alors moi je tenais à présenter ce vêtement parce que c'est vraiment sur le corps des femmes qu'on a clairement imposé cette idée du deuil, les hommes ayant au mieux un brassard noir à porter autour du bras, qui est quand même nettement moins visible, mais pour les femmes pendant très très longtemps, et il n'y a encore pas si longtemps, même dans les années 1960, on voyait encore des femmes qui, toute leur vie, portaient ce qu'elles n'étaient pas obligées de faire, mais elles portaient le deuil de leur mari, étaient vêtues en noir ou en violet foncé, enfin des couleurs assez ternes. Mais par contre, au 19e siècle, c'est vraiment une sorte de règle qui a été imposée. Où il fallait ne pas porter de bijoux, ou du moins des bijoux noirs, montrer une certaine modestie dans sa tenue, etc. Ne pas avoir de vêtements trop voyants, trop riches. Et puis bon, au fur et à mesure, il y a en fait toute une série d'obligations qui sont passées aussi à travers le commerce, tout bêtement, puisqu'il y avait des catalogues qui proposaient des tenues de deuil, de demi-deuil, puisque pendant tant de temps, on devait ne porter que le noir. Après, on pouvait quand même mettre un petit peu de couleur et surtout mettre quelques bijoux, jusqu'à l'autorisation de pouvoir, après tant de mois, porter des vêtements ordinaires. Et cette période de deuil, elle était imposée aux femmes, et uniquement aux femmes, en fait. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui me semblait important à montrer. Et en parallèle, on montre aussi une cape de deuil, donc qui était portée aussi dans certaines régions de Bretagne, notamment dans le Léon, mais pas seulement, en Pays Bigoudin aussi, des capes noires très très grandes qui couvraient effectivement tout le corps, mais qui étaient utilisées plutôt au moment de la cérémonie. C'était pas forcément une tenue qui était portée le reste du temps. Donc on arrive jusqu'au cimetière où là aussi on évoque des pratiques très différentes, notamment les poteaux qui sont très très beaux, décorés dans les cimetières de Madagascar. On évoque inversement, pour faire là aussi un retour en Bretagne, des boîtes à crâne qui étaient conservées dans les ossuaires. Les deux qui sont présentés dans l'expo ont été prêtés donc par la basilique de Saint-Paul de Léon. Il y a encore un très très bel ossuaire qui en conserve de très nombreuses. Là aussi, ce sont, alors à part un qui est vraiment un objet d'orfèvrerie, clairement. Les autres, ce sont des petites boîtes qui reprennent la forme d'une chapelle, en fait, avec surmontée d'une croix, et dans lesquelles il y a le chef, donc de la personne décédée. Donc ça, c'est au moment, en fait, où les tombes étaient relevées, où on récupérait le crâne de la personne, et on le mettait dans cette petite boîte. Donc c'est indiqué, Sigy, le chef de Madame Machin, Monsieur Truc, etc., avec les dates de naissance et de décès, et qui sont là aussi des très beaux objets, en fait, en bois, là aussi extrêmement rudimentaire, assez rustique, mais bon, qui
qui montre une culture aussi de la mort qui est quand même intéressante. Je sais que ça se pratiquait aussi dans d'autres pays, comme en Autriche notamment. Il faut savoir que les ossuaires, il y en avait dans toute la France. Il y en avait pas seulement en Bretagne, il y en avait partout. Et que bon, au fur et à mesure, quand les cimetières ont été éloignés des églises, les corps ont été relevés et puis bien souvent déposés dans des fosses communes ou dans des ossuaires communs aussi. Voilà, donc on progresse comme ça, jusqu'à cette idée de mémoire, effectivement, du souvenir, qui nous paraissait, là aussi, bon, je reprends mon idée de départ du cheminement individuel qu'on peut avoir par rapport à un deuil, clairement, où on va garder un objet totalement ordinaire, mais qui va nous rappeler, par contre, le lien qu'on avait avec cette personne-là. Donc cette mémoire, on l'évoque de deux manières. On évoque à la fois la mémoire individuelle, effectivement, des liens que l'on a eu tout simplement avec quelqu'un, et les mémoires collectives aussi. Ces rites funéraires, à l'exception de deux périodes, et on en a vécu il n'y a pas très longtemps, qui sont les périodes de guerre ou les périodes d'épidémie, comme il y a eu au XIXe siècle des épidémies de choléra dans toute la France, où là, on n'arrive pas à respecter les rites en place, tout simplement parce qu'on est débordé par le nombre de morts. Et on l'a vu, quand je dis récemment, avec le Covid, ou pas loin de chez nous en Ukraine. C'était une grosse discussion qu'on avait eue avec Edith au début, où on a commencé à travailler sur ce sujet, parce que pour elle, il n'y avait plus de rites funéraires. Enfin, elle le disait pas comme ça, mais c'était... Et on sortait, on a travaillé, nous, pendant le Covid, sur cette expo, et évidemment, je me souviens de tous ces gens, notamment décédés en EHPAD, que leurs proches n'ont pas pu enterrer, au départ. Et qui s'était vécu comme quelque chose d'horrible, en fait. Et j'ai entendu à la radio, ça m'est arrivé d'écouter récemment encore des gens qui en parlaient, comme si on leur avait volé, en fait, la mort de cette personne proche et qu'ils n'avaient pas pu inhumer, voilà, pas faire de rassemblement de famille. Donc, on voit combien c'est important, en fait. Donc, que les rites funéraires aient évolué, évidemment, j'invente pas l'eau chaude en disant ça, c'est évident, de toute façon, mais depuis des siècles, mais qui sont toujours bien présents et qu'on essaye, à travers aujourd'hui des coopératives, d'autres services funéraires qui essayent de modifier, effectivement, de proposer des approches différentes, parce que, de toute façon, les sociétés évoluent, mais on voit combien ces rites sont vraiment importants. Aucune culture n'abandonne ses morts. C'est vraiment quelque chose qui me semblait important à dire. Et ça, c'est le fil continu, en fait. Je parlais au départ de toutes ces cultures, des pratiques très différentes. C'est vraiment le fil continu entre tous les humains. C'est qu'effectivement, on n'abandonne pas ses morts. La mémoire, on l'évoque à travers des objets personnels. On l'évoque aussi à travers des cérémonies, notamment la fête des morts. On a eu la chance de travailler au Champ Libre ici. Il y a des rendez-vous qui sont proposés par... qu'il veut, en fait, sur un thème différent. Et il se trouve qu'il y a un rendez-vous qui s'appelle le goûter en espagnol, donc qui rassemble des hispanophones qui sont d'origine espagnole ou mexicaine. Et là, en l'occurrence, dans le groupe, il y avait plusieurs Mexicains. Ils ont réalisé, bien avant l'exposition, à plusieurs reprises au moment de la Toussaint, l'ofrenda à l'hôtel des morts, donc sur lequel on dépose des photos des défunts de l'année et puis des objets qui leur sont liés. On dépose aussi de la nourriture, des fleurs, enfin c'est très coloré. Et donc on avait recontacté ces personnes du goûter en espagnol qui ont bien voulu reconstituer deux ofrendas différents, un à Daoulas et un à Rennes. Donc là, ce qui était intéressant, c'est de montrer que c'est une culture bien vivante. C'était pas du tout du folklore, puisque eux, c'est quelque chose qu'ils pratiquent. Alors la Toussaint, un petit encart là-dessus. Ce qu'on a remarqué aussi au fil du travail, c'est qu'en fait, cette fête des morts, elle est pratiquement la même dans tous les pays, dans toutes les civilisations, à peu près dans les mêmes dates de la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Voilà, donc c'était assez amusant de se rendre compte que finalement, il y a quand même des choses aussi qui traversent absolument tous les pays et toutes les cultures. Donc on évoque aussi bien sûr les commémorations collectives, là liées aux guerres de manière générale. Alors il y a eu des monuments aux morts pour la guerre de 1870 aussi, mais on les connaît moins. Mais c'est vraiment la guerre de 14 et les hécatombes qui font qu'il y a eu des monuments aux morts pratiquement dans toutes les petites communes de France en fait. Et en Bretagne, il y en a quand même beaucoup qui ont été confiés à des artistes, donc qui sont quand même souvent assez beaux. Dans tout le parcours de l'exposition, donc on va avoir des interviews avec des gens qui ont un lien avec la mort aujourd'hui, dont c'est le métier. Et ça, c'est important vraiment pour nous, et ça, on est absolument en phase pour les deux établissements de toujours avoir ce regard contemporain sur les choses. Et donc l'exposition se termine, et ça c'est quelque chose qui a bien fonctionné aussi,
par une série de prêts. En fait, on a fait appel aux volontaires. On leur a demandé de prêter un objet qui était un symbole de quelqu'un avec qui ils avaient eu des relations très proches, et puis d'expliquer en quelques lignes pourquoi ils avaient tenu à garder cet objet au fil du temps, qui sont encore une fois des objets majoritairement absolument ordinaires, hein, qui vont être un petit bijou, un t-shirt, un instrument de musique, etc. Et comme le dit très bien d'ailleurs une personne dans l'introduction, en fait, quelqu'un meurt vraiment quand personne ne se rappelle plus de lui ou de ce qu'il a fait. Et ces objets, je pense, c'est vraiment un lien, parce que alors c'est pas systématique, mais c'est quand même souvent un lien avec les grands-parents. On se souvient de la recette de la grand-mère, de ce qu'elle faisait, etc. Et c'est cet objet qu'on a eu envie de garder. Voilà. Et l'exposition se termine là-dessus. Et c'est plutôt une fin aussi positive, puisque pratiquement tous on l'a fait, ou quand on ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une autre raison dans l'autre sens peut-être, mais ça dit en tous les cas quelque chose de la relation avec nos défunts. Si elle est positive, on garde quelque chose. Si elle est négative, peut-être on a surtout envie de ne rien garder. On n'a pas voulu aller dans le sensationnel du tout, alors vraiment pas dans l'expo, ça c'est clair. Mais en même temps, quand ces objets-là existent, ils ont un rôle tellement important dans le cadre des rites funéraires, justement, et de la conservation. Enfin, si on conserve la tête de quelqu'un, c'est pas pour rien. Je veux dire, c'est tout le symbolique qu'on y met derrière, en fait, de la pensée. Et le cœur, la même chose. C'est vraiment le lien entre les deux. Et puis, c'est ce qui fait l'humanité aussi. Donc, mais en même temps, ne pas les montrer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose, voilà. On s'est interrogé, par exemple, aussi pour je sais pas si vous aviez eu le temps de regarder toutes les petites vidéos, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Il y en a un sur les funérailles célestes au Tibet, là. Alors, on a beaucoup discuté par rapport à ces images-là. En même temps, écouter le chaman là, dire lui-même qu'il est obligé de boire de l'alcool. Donc il le fait, c'est son travail de faire ça, mais qu'à chaque fois, il doit quand même boire de l'alcool pour réussir à le faire. Et moi, j'aimais beaucoup donc cette scène. On voit donc une cérémonie funéraire où il y a des chants, de la musique, etc. Le chaman, le corps qui est enveloppé, et on voit les fils de ce monsieur défunt qui arrivent et qui donc restent au début de la cérémonie, et qui, au moment le plus délicat, c'est-à-dire où on va faire venir les vautours pour qu'ils déchiquetent en fait le corps, puisque mais la question c'est pourquoi on fait ça? On fait ça parce que la terre est tout le temps gelée, donc on peut pas enterrer qui que ce soit, on peut pas le brûler non plus, parce qu'il n'y a pas de bois. Donc dans chaque culture, quand il y a des choses qui nous choquent, c'est en fait parce c'est ce que les hommes ont mis sur pied pour réussir à faire face, tout simplement aux conditions géographiques, climatologiques du lieu sur lequel ça se passe. Et là, c'est ce qu'ils ont trouvé, mais c'est pas pour autant que c'est pas difficile. Et donc, dans ce film, on voit les trois fils qui s'en vont, en fait, au moment où le chaman va intervenir, puisque lui, il doit effectivement déchiqueter un morceau du corps pour faire venir les vautours, en fait, après qu'ils vont s'occuper du cadavre. Donc on a énormément discuté sur ce film-là, pour savoir si ça allait choquer, pas choquer, etc. Et on a retenu que des images qui, je pense, sont pas choquantes, qui laissent deviner plus qu'autre chose. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de voir ce que des humains ont mis en place comme rite pour faire face aux conditions de vie qui sont les leurs, qui sont rudes quand même. Et on s'est posé la même question pour les photographies funéraires. Alors là, c'est moi qui ai vraiment tenu par contre à ce qu'on en mette, parce que c'était pas du tout une pratique rare. Alors là aussi, au départ, tout le monde fait « Oh non », parce que essentiellement ce sont des enfants, même si ce ne sont pas que des enfants, mais il y a quand même beaucoup de photos d'enfants, et ça se comprend parce que la mortalité infantile est plus importante, donc on photographie les enfants. Et ce que j'explique toujours, moi, quand on montre ces photos, que c'est exactement l'inverse de morbide. C'est que pour beaucoup, c'est vraiment un investissement financier important, ce que l'on réalise pas toujours. Et on le voit quand on regarde un peu en détail les photos, où on voit un mur derrière le corps de l'enfant qui est plein de salpêtre. On voit que c'est vraiment un habitat qui est très pauvre quand même. Et donc la photographie à cette époque-là coûte encore relativement cher. Et le fait de faire venir le photographe à ce moment-là, c'est vraiment là aussi pour garder la mémoire de cet enfant. Clairement. Et donc c'est tout sauf morbide. Et puis on n'a pas non plus choisi de manière générale, et c'est ça qui est troublant, c'est que les enfants ont plutôt l'air très reposés en fait. On ne sait pas s'ils dorment ou s'ils sont morts. Donc on le sait parce que c'est une photographie mortuaire, mais j'ai eu l'occasion
lors de la visite de presse, de parler avec un journaliste qui a rencontré un photographe tout près de Rennes. Il repropose à nouveau ses services pour faire des photographies mortuaires. C'est vraiment l'idée du souvenir et d'un dernier hommage. Je pense qu'il faut le voir comme ça, si on est capable de le vivre comme ça, évidemment. Mais en tous les cas, pour ces photos qui ont été vraiment très courantes de l'invention de la photographie jusqu'aux années 40 pratiquement, je pense qu'il ne faut pas voir ces photographies-là comme quelque chose d'affreux. Enfin, c'est au contraire, je pense que c'est un hommage. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. En tous les cas, c'est un hommage. La réception du public est vraiment très bonne en fait. On a beaucoup insisté aussi même auprès du scénographe qu'il fallait pas que ce soit une expo triste, qu'il fallait pas que ça soit plombant, mais on voit que ça c'est aussi très émouvant en fait pour les gens de retrouver encore une fois leur propre vécu ou des pratiques qu'ils ont connues anciennement avec les grands-parents, les parents, etc. Enfin, moi je citais souvent parce que ça m'a beaucoup frappé la présence de la mort dans les rues qui était avec ce corbillard, mais aussi avec les décors qui entouraient les portes des maisons avec ces grands rideaux noirs. Et moi, quand j'étais enfant, à Rennes, donc dans les années 70, on habitait un immeuble et je me souviens très bien être venue un jour où la porte de l'immeuble avait été ornée de ces tentures. Mais c'est vrai que cette visibilité dans la rue, elle a un peu tendance à disparaître, quoique quand on fait un peu attention, les corbillards, on les reconnaît encore. C'est quand même des voitures qui sont différentes des autres, quoi. Je pense à ça parce qu'il y a eu un ado lors d'une visite, savait pas ce que c'était un corbillard. Alors, je lui dis, faut lire Lucky Luke, parce que quand même, il y en a dans Lucky Luke des corbillards déjà un petit peu partout. C'est quand même un objet qui me semblait avoir été vu. La preuve que non, parce que alors lui, ça lui parlait vraiment pas, quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Dans cet épisode, on a eu l'occasion de côtoyer la mort différemment, autour d'une exposition, autrement dit, par la mise en scène d'objets et de son étude scientifique. Et s'il y a bien quelque chose que l'on retient, c'est que la mort a toujours et continuera toujours à fasciner les humains. L'exposition Mourir quelle histoire pose un regard sur la façon de mettre en scène la mort, mais surtout les pratiques funéraires du monde entier de façon respectueuse, ludique et pédagogique, à l'aide d'objets anciens, d'objets religieux, d'objets du quotidien, d'interviews, de jeux de son et de lumière. Et qu'importe de quel côté de la planète on se trouve, les vivants et les vivantes n'oublient jamais leurs morts et leurs mortes. Un grand merci au Musée de Bretagne à Rennes, à Antoine Blanchet et à Laurence Prodhomme pour leur temps. Si vous passez par Rennes, n'hésitez pas à y faire un tour. Le lieu propose, en plus des collections permanentes sur l'histoire de la région, des visites guidées, des ateliers, des animations et des expositions diverses et variées, comme celle sur le carnaval, à découvrir jusqu'au 16 novembre 2025. Vous venez d'écouter Visite mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @visite mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Visite mortelle.